Bien, chers et chers collègues, le quart d'heure marseillais étant à peu près équivalent au quart d'heure lyonnais, il est déjà 9h45, je vous propose que nous commencions. Je suis ravi de vous accueillir toutes et tous pour cette, je crois, première journée d'études depuis 1 an et demi en présence. Et après donc la journée d'études d'il y a 2 ans au Congrès de Bordeaux sur l'intelligence artificielle, nous vous proposons aujourd'hui une journée d'études plus romanesque sur la carte et les territoires. Je ne vais pas vous prendre beaucoup plus de temps et laisser immédiatement et sans solution de continuité la parole à mes comparses sur scène, Sandrine Gropp et Johan Berti, qui ont été à la manœuvre pour monter cette journée d'études. Et juste vous souhaiter encore une fois une très belle journée d'études et vous remercier encore d'être présents. Merci à toutes et tous. Johan. Bonjour à toutes et tous. Donc, lorsque nous avons discuté au sein du conseil d'administration sur le thème de la journée d'études de ce 50e congrès, qui est aussi le 50e anniversaire de l'association, il nous a été demandé très vite à Johan et à moi de travailler sur un thème un peu stratégique qui mêle et qui rentre en résonance avec le temps long, celui qui articule le passé, le présent et l'avenir. Nous voulions porter un regard à la fois posé et mesuré sur les restructurations au long cours de l'enseignement supérieur, interroger dans ce paysage le rôle des bibliothèques et de la documentation, hier, aujourd'hui et demain, si possible, montrer en quoi les bibliothèques ont évolué en lien avec des réformes de l'enseignement et des changements institutionnels et politiques auxquels elles ont contribué à donner sens et corps. Selon cette perspective, et nous en sommes convaincus, et nous espérons qu'à l'issue de cette journée, nous l'aurons prouvé, les bibliothèques sont bien à la fois un levier et un enjeu pour les politiques locales, nationales et internationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'où ce titre, La carte et les territoires, un titre en référence à un roman qui a obtenu le prix Goncourt en 2010, mais vous noterez le pluriel des territoires, à la fois parce que prudemment nous voulions éviter toute condamnation pour plagiat, mais aussi et surtout parce que les politiques d'établissement et les politiques de site sont multiples, sont comme des poupées gigognes qui s'enchâssent plus ou moins harmonieusement en essayant de concilier différents niveaux qui vont du local jusqu'à l'international. Nous nous sommes lancés dans cette aventure avec Johan, persuadés que cette journée d'études pouvait être au moins aussi glamour que l'intelligence artificielle, la réussite étudiante ou l'UX design. C'est vous dire que nous n'avions peur de rien, au moins jusqu'à ce matin en tout cas. Nous avons bien conscience, par ailleurs, que cette journée représente la première occasion de nous retrouver en présentiel, et nous voulions saisir cette occasion pour avoir des échanges et stimuler à la fois notre réflexion et nourrir nos débats sur notre place au sein de l'enseignement supérieur. D'où le souhait d'organiser cette journée en 4 temps, qui représentent des formats différents et qui viendront rythmer, nous l'espérons, cette journée de manière un peu ludique et réflexive. Alors, premier temps, dans quelques instants, une keynote conférence introductive proposée par le sociologue Romuald Normand, qui va s'intituler « La reconfiguration des universités françaises, jeux d'échelle et nouveaux espaces dans un monde académique global ». Ce sera entre autres l'occasion de planter le décor, de jeter un regard rétrospectif sur les évolutions du paysage de l'ESR et de la recherche en France, notamment depuis l'autonomie et les responsabilités et compétences élargies. C'est une conférence qui durera 15 minutes et qui sera suivie d'un temps de questions-réponses qu'on devra ajuster en fonction du retard qui a d'ores et déjà été pris. Deuxième temps, après la pause matinale, 3 pitchs percutants par 3 collègues directrices et directeurs de services documentaires pour illustrer 3 configurations d'établissements distinctes, une fusion d'établissements, Université Clermont-Auvergne avec Fabrice Boyer, un établissement au statut expérimental, Université Grenoble-Alpes avec Frédéric Saby, et une association d'établissements, Université de Toulon, dans le cadre de Aix-Marseille-Provence-Méditerranée avec Coralie Dunant. Et ces 3 pitchs seront suivis d'un échange.
Troisième temps cet après-midi, une table ronde d'environ 1h30 animée par le géographe Guy Baudel, intitulée « Université et bibliothèque entre ancrage territorial et perspectives internationales », qui réunira des collègues francophones, dont les universités, Sorbonne pour Isabelle Kratz, Montpellier pour Patricia Couqui et Université libre de Bruxelles pour Renaud Bardez, sont entre autres impliqués dans des projets d'alliance européenne. Et enfin, quatrième et dernier temps, après la pause de l'après-midi, un retour sur l'enquête ADBU qu'on avait lancée auprès des directrices et directeurs de services documentaires début 2020, avant la crise sanitaire, enquête qui permettait de s'exprimer sur la perception et le rôle du rôle et de la place occupée par les bibliothèques et la documentation dans l'ESR hier, aujourd'hui et demain, pour se souvenir que le monde d'avant, ce que c'était, avant que la crise sanitaire ne s'impose à nous, traçant les prémices d'un futur encore incertain, que cela est bien dit. Voici campé à grands traits les 4 temps de notre journée d'études. On espère qu'elle vous fera, l'espace de quelques heures, oublier les tracas du quotidien, qu'elle contribuera à enrichir votre réflexion et qu'elle sera source d'échanges nourris au sein de nos établissements et réseaux professionnels. Sandrine, je te laisse le tout dernier mot avant qu'on enchaîne. Oui, et donc pour cette journée un peu particulière, nous avons, pour terminer cette introduction, nous aimerions saluer la présence parmi nous de Sylvaine Génie, donc qui est au premier rang sur la gauche, enfin, pour moi en tout cas, de cet auditorium, qui est illustratrice tout-terrain, comme elle se définit, et qui nous accompagne, qui nous a accompagnés dans la préparation de cette journée d'études, à la fois en écho au titre et aussi pour faire mémoire. Vous avez reçu tous, vous avez dans votre tote bag du congrès une carte qui rappelle les cartes IGN, cartes dépliantes, qui retrace en fait nos territoires professionnels. Cette carte, c'est le fruit de l'imagination de Sylvaine Génie, avec qui nous échangeons depuis plusieurs mois, qui s'est brillamment réappropriée de façon artistique, poétique et un peu décalée une large partie de notre imaginaire et une large partie de notre jargon professionnel. Elle donne à voir nos territoires aujourd'hui. Tout au long de cette journée, Sylvaine va intervenir dans une démarche qui prolonge et qui complète cette vision. Elle va suivre nos débats en profane. Elle va écouter nos échanges, capter l'ambiance et en tirer des dessins, des plumes nomades, comme elle les appelle, que vous pourrez retrouver tout au long de la journée, pendant les pauses notamment, au niveau du stand des produits locaux et que vous pourrez voir en fin de journée, bien évidemment. Voilà. Et je laisse immédiatement la parole à Monsieur Normand, qui donc a 45 minutes pour sa présentation. Alors effectivement, on va commencer sans plus attendre ce premier temps avec donc votre keynote introductive qui s'intitule « La reconfiguration des universités françaises, jeux d'échelle et nouveaux espaces dans un monde académique global ». Alors Romuald Normand, vous êtes professeur de sociologie à l'université de Strasbourg, une université qui, soit dit en passant, a fait partie des premières à fusionner au début de la décennie 2010. Vous êtes membre de l'UMR SAGE, même si vous n'êtes pas forcément si sage que ça, Société, acteur, gouvernement en Europe. Si on a fait appel à vous, c'est pour plusieurs raisons. La première, parce que vous avez en 2019 co-coordonné un numéro de la Revue française d'administration publique consacré aux reconfigurations des universités françaises, disponible sur Kerninfo. Vous avez coécrit l'article introductif de ce dossier passionnant, mais vous avez aussi conduit les entretiens d'Alain Béretz, qui à ce moment-là donc, avait été président de l'Université de Strasbourg entre 2008 et 2016, président de la LERU entre 2014 et 2016. Il était DGRI au MESRI entre 2016 et 2018. Et l'entretien de Sophie Béjean, qui était alors rectrice de l'Académie de Strasbourg et qui est aujourd'hui rectrice de grande région académique Occitanie et rectrice de l'Académie de Montpellier. Des entretiens, il faut le souligner, sans trop de langue de bois. Alors, autre raison qui nous ont amené à vous solliciter, c'est que parmi vos principaux champs de recherche, on trouve les politiques de l'éducation, les transformations de l'enseignement supérieur au niveau européen. Donc votre vision dépasse aussi de beaucoup le seul champ français. Et vous vous intéressez aux transformations de l'État, au nouveau management public,
vous êtes aussi sensible à la formation des cadres supérieurs, ce qui ne pourra que parler voilà, aux conservateurs qui sont assez nombreux dans cette assemblée aujourd'hui, dans un contexte de mise en place de l'Institut du service public en remplacement de l'ENA. Voilà, donc vous avez effectivement 45 minutes pour planter le décor de cette journée, jeter avec nous un regard rétrospectif sur ces évolutions du paysage, notamment depuis la LRU et les RCE, et ensuite vous aurez un petit temps d'échange et de débat avec l'Assemblée. Un grand merci Romuald Normand d'avoir accepté notre invitation. Oui. Allez-y. Merci Johan Berthy. Je ne sais pas si je mérite tous ces éloges d'une certaine manière, parce que quand Fabrice Lara, donc le directeur adjoint de l'ENA, est venu me voir en me disant on voudrait que tu fasses un numéro sur l'enseignement supérieur et les universités, je me suis dit attends, je suis pas spécialiste de la question. C'est vrai que j'ai rencontré l'université et la question de la transformation des savoirs académiques en m'intéressant beaucoup aux questions d'expertise. Moi-même étant engagé comme expert, quelle horreur, j'ai travaillé comme expert pour la Commission européenne et j'étais engagé dans des programmes européens. Notamment, j'ai été engagé dans un programme européen où j'ai inventé avec des collègues, ça va vous faire peur, des benchmarks pour les politiques d'enseignement supérieur. Vous savez, aligner les politiques d'enseignement supérieur européennes autour d'un certain nombre d'indicateurs et de benchmarks pour aller dans le sens de la convergence. Et je l'avais fait à l'époque avec Jo Ritsen, qui est un économiste de l'enseignement supérieur, qui est ancien ministre de l'Éducation des Pays-Bas. Et donc, c'était une expérience assez intéressante. Alors du coup, quand Fabrice Lara est venu me voir, je lui ai dit, bah, à ce moment-là, il faut faire un numéro avec des vrais spécialistes de l'enseignement supérieur. Et donc, j'ai demandé à Pauline Ravinet et Stéphanie Mignot-Gérard, qui sont, elles, véritablement des expertes de ces questions, parce qu'elles ont travaillé toute leur vie professionnelle sur ces questions, ce n'est pas mon cas, de faire ce numéro spécial. Et puis, il ne fallait pas seulement des enseignants-chercheurs, il fallait aussi des responsables de ministères. On voulait aussi solliciter des présidents d'université. Donc, on a évidemment utilisé les réseaux de l'ENA. Et puis, ça s'est fait sous les fourches coudines du comité de rédaction de la Revue française d'administration publique, avec une étroite surveillance quand même. Pas des contenus, mais enfin, si, d'une certaine manière des contenus, puisqu'on a le droit à un séminaire où finalement on a eu des gens comme Alain Béretz qui sont venus s'exprimer, etc. Donc c'était une aventure passionnante. Et c'est vrai que j'étais surpris de l'ouverture de gens comme Alain Béretz ou Sophie Biéjean qui ont accepté le principe de cet entretien et finalement qui s'est révélé finalement assez riche. Bon, je remercie aussi évidemment Sophie Valade et Sandrine Grob pour leur invitation. Alors, moi, je ne vais pas parler tellement d'histoire. Je sais qu'il y a des géographes qui vont intervenir cet après-midi, mais je vais vous parler de politique, puisque finalement, c'est ma spécialité, la sociologie politique ou les sciences politiques. Vous avez choisi le terme la carte et le territoire. Alors, je me suis dit comment essayer de raisonner d'une certaine manière par rapport à ce terme plutôt, finalement, qui vient plutôt de la recherche en géographie. Et donc, j'ai proposé finalement de continuer un petit peu, de filer la métaphore avec un titre sur Jeux d'échelle, nouveaux espaces dans un monde académique global. Alors, évidemment, il y a des universités françaises, et je crois que le pluriel est important. J'ai bien aimé le terme qu'a utilisé Sandrine Kropp, parler de multiplicité. Ça me fait penser finalement à ce philosophe du multiple, finalement, qui est Gilles Deleuze. Donc, ce que je vais essayer de vous faire, d'une certaine manière, c'est peut-être vous présenter une forme de plan d'immanence, d'une certaine manière, des transformations de l'enseignement supérieur et des universités à l'échelle européenne, voire internationale. Parce que finalement, vous êtes des machines désirantes, j'imagine, comme conservateurs, d'une certaine manière, et que vous cherchez aussi à échapper à une forme de codification et de capture par l'État. Enfin, on pourrait très bien faire une analyse très deleuzienne, d'une certaine manière, de vos questions et de vos préoccupations professionnelles. Et donc, j'essaierai, d'une certaine manière, de vous amener, comme l'aurait dit Deleuze, finalement, sur des lignes de fuite, d'une certaine manière, pour sortir notamment peut-être des enjeux de codification et de capture par l'État, parce que c'est ce que raconte Deleuze dans 1000 plateaux, pour voir finalement comment, peut-être, de manière positive, vous pouvez vous inscrire finalement dans ces nouveaux espaces et dans ces jeux d'échelle. Alors pourquoi le pluriel? Pourquoi la multiplicité? Parce que tout simplement,
la répartition des universités sur les territoires finalement montre une extrême diversité. Bon, on a évidemment des pôles universitaires concentrés dans les grandes métropoles, mais on a aussi Paris et le désert français, comme peut-être le commentera le géographe cet après-midi, mais tout simplement aussi par multiplicité, parce que les universités se diversifient de plus en plus, et cette diversification et cette différenciation ont des effets non seulement sur les conditions de sélection et de recrutement des étudiants. On parle beaucoup, et il y a un gros débat public autour de Parcoursup. Il y a des enjeux aussi sur l'aménagement du passage entre ce qu'on appelle Bac-3 et Bac+3, sur lequel travaille un certain nombre de responsables au ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Mais là, je vais vous parler de différenciation et de diversification en termes de gouvernance interne des universités et de structuration des activités d'enseignement et de recherche. Alors, sans refaire la longue histoire, parce que je n'en ai pas le temps de toute façon, d'une transformation depuis l'université impériale, pour cela il suffit de lire le livre que vous avez sous les yeux de Christine Muslin, La longue marche. Il faut expliquer ce que cette différenciation et cette diversification, on la constate jour après jour, et je pense que, bon, je ne lis pas dans la mare de café, mais d'une certaine manière, l'expertise permet cette projection, elle devrait s'accentuer dans les prochaines décennies, et elle peut s'expliquer par des facteurs à la fois endogènes et des facteurs exogènes. Des facteurs endogènes qui sont d'abord liés à la transformation de l'État. Dans un pays de tradition fortement étatiste et centralisée, certains experts ou décideurs politiques appellent à une modernisation de l'État. D'ailleurs, Koenig en rend compte dans le livre que vous avez sous les yeux, modernisation de l'État qui a des effets sur le service public que constitue l'enseignement supérieur et sur les fonctionnaires qui le composent, au premier chef des enseignants-chercheurs, évidemment, sans oublier les conservateurs. Mais je dirais qu'en raison d'une certaine vision nationale, ce que certains chercheurs européens ou internationaux appellent du nationalisme méthodologique, on tend généralement à ignorer ou à relativiser des facteurs exogènes qui sont liés d'une part à l'européanisation de l'enseignement supérieur, surtout après la conférence de Bologne, un processus de Bologne qui fait suite à la conférence, dont il faut le rappeler que la conférence de Bologne, l'initiative était française, c'était l'époque de Claude Allègre et son conseiller spécial Jacques Attali, donc cette initiative était purement française, mais depuis on assiste finalement aussi à un mouvement, au-delà de l'européanisation, un mouvement de globalisation des universités. Alors j'utilise le terme volontairement de globalisation pour la distinguer finalement de la mondialisation auquel est souvent ajouté le qualificatif de néolibéral. La mondialisation néolibérale qui emporterait tout, finalement, comme une vague sur son passage. Donc je crois que le terme de globalisation a un double intérêt. Bon, d'abord, il permet de comprendre les jeux d'échelle entre le local et le global. Certains chercheurs ayant inventé le terme de glocalisation pour décrire un déplacement, des marqueurs spatiaux et temporels qui font que les individus, mais aussi des institutions, sont de plus en plus interconnectés et pris dans des flux d'échanges ou d'informations qui ne sont pas seulement économiques, même si le graphique là montre ces échanges économiques. Et aussi le terme globalisation permet de caractériser des relations, une dynamique de relations horizontales et verticales avec l'émergence de nouveaux acteurs, des organisations internationales, des multinationales, mais aussi les États, qui sont de plus en plus dans des relations transversales, des agences, des organisations non gouvernementales, des fondations, des associations philanthropiques. Et tout ce monde-là, d'une certaine manière, installe une nouvelle gouvernance mondiale dans l'enseignement supérieur comme dans d'autres secteurs. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce monde universitaire ou académique global? Bon, d'abord, le fait que
Des mécanismes d'assurance qualité ont pénétré les universités, au moins en Europe, sous l'impulsion notamment de l'Agence européenne de la qualité de l'enseignement supérieur. Et c'est une idée qui est empruntée à l'entreprise que l'enseignement supérieur délivre des services selon un process qui doit être évalué par étapes et satisfaire en bout de chaîne les besoins des étudiants. Alors ça va évidemment au-delà des enquêtes de satisfaction qu'on commence à voir émerger dans les universités françaises, puisqu'il s'agit de soumettre l'ensemble de l'organisation universitaire au Hack-Plan-Do-Check, ou la fameuse roue de Deming, c'est-à-dire l'idée d'une amélioration continue des services et le croisement entre une évaluation interne et externe des établissements qui permet à terme une certification ou une accréditation selon des normes, les anglophones appellent ça des standards, ces normes qui sont fixées par une agence qualité extérieure. L'obtention alors du label qualité devient essentielle, non seulement pour faire valoir une certaine efficacité organisationnelle, mais aussi une réputation, voire une excellence dans l'exercice des missions qui sont confiées à l'université. Alors en France, l'HCERS fait ça depuis des années. Elle applique d'ailleurs le cadre européen du European Association for Quality in Higher Education, le NQA, et il suffit d'aller voir sur son site. Tout cela pour vous dire que les outils de qualité sont déjà là dans les universités françaises. Un autre aspect de la globalisation, dont vous avez sans doute entendu parler, ce sont des rankings, donc on traduit en français, alors les Français ont l'art de la traduction, par des classements ou par des palmarès des universités. Et je dirais depuis que l'université chinoise Jiaotong a publié le premier ranking en 2003, ces rankings se sont multipliés sous l'action d'institutions diverses, notamment le Times Higher Education, QS World University Rankings. Et évidemment, ces rankings donnent lieu à beaucoup de critiques de la part de mes collègues, notamment mes collègues sociologues, sur leur légitimité et leur méthode. Mais là, ils produisent des effets, notamment parce qu'ils sont, d'une part, largement repris par les médias, mais aussi très pris au sérieux par les décideurs politiques et les responsables des universités à travers le monde, comme l'a montré une chercheuse irlandaise, Helen Hazelcorn, qui leur a consacré un livre entier que vous avez sous les yeux. Et ils ont aussi des effets sur les étudiants qui utilisent les rankings pour choisir une université de destination dans leur mobilité internationale. Donc quand vous avez une vague d'étudiants asiatiques qui font leur choix, ça produit nécessairement des effets, ne serait-ce parce qu'il faut les accueillir et leur proposer des conditions d'accueil et une offre de formation. Et puis pour les universités, cela permet de recruter les meilleurs étudiants, surtout si elles sont bien placées dans les rankings, mais aussi les meilleurs enseignants-chercheurs qui vont, je dirais à la fois dans une logique de sélection et de recrutement, contribuer aussi à la réputation de ces universités. Alors pour être un petit peu concret, je vous raconte quelques éléments d'histoire personnelle, et je voulais vous raconter un jour, il était une fois, j'étais à l'université de Berkeley, enfin je me rendrais à l'université de Berkeley depuis mon hôtel à San Francisco, avec mon ami Rick Mintrop, qui est un chercheur éminent de la Graduate School of Education à Berkeley. Et chemin faisant, je m'étonnais de voir un énorme chantier de construction avec des grues tout au long de la route et des buildings qui étaient en train de se monter. Alors, naïvement, je fais remarquer à Rick Mintrop comment, finalement, San Francisco développe un nouveau quartier d'affaires. Et à l'époque, il me répond... c'est pas si loin que ça, c'est même pas il y a 10 ans, il me répond que finalement, ce sont les bâtiments de Berkeley qui sont en train de se monter et qui sont dédiés à la médecine et aux services connexes, et que l'ambition de l'université de Berkeley est de recruter des chercheurs réputés en leur offrant l'équipement et les ressources pour développer leurs recherches et créer de nouveaux brevets. Et donc Berkeley, à cette époque-là, livrait une université clé en main pour des jeunes talents étrangers et prometteurs. Alors, évidemment, en France, encore aujourd'hui, on peut guère rivaliser avec ce type d'investissement
comme on dit, dans le capital humain, parce qu'on n'est pas d'abord capable d'offrir un salaire équivalent, même si certaines universités commencent à le faire, à travers une restructuration des emplois d'enseignants-chercheurs en termes de contrats à durée indéterminée, et puis du fait que les présidents, maintenant, ont une certaine autonomie dans la gestion de la masse salariale et dans le recrutement des enseignants-chercheurs. Mais tout ça, cet exemple pour vous dire qu'il y a un troisième facteur à prendre en compte dans la globalisation, au-delà des démarches qualité et des rankings, c'est tout simplement le développement de la mobilité internationale des étudiants et des enseignants-chercheurs, et cela correspond à des logiques d'excellence qui sont mis en œuvre, qui mettent les universités en compétition les unes avec les autres pour recruter les meilleurs talents, donc en termes de réputation, en termes d'attractivité, mais aussi en termes d'innovation et de créativité. Ces universités veulent des chercheurs qui permettent de répondre de manière croissante non seulement à ces rankings, à cette montée dans les rankings, mais aussi aux besoins de l'économie et de l'industrie. De ce point de vue, on observe à l'échelle globale et européenne un changement de vision concernant la production des savoirs scientifiques. C'est l'affirmation croissante d'un modèle interdisciplinaire, modèle qu'on a pu autrefois appeler un mode 2 de production de connaissances. Maintenant, on est au mode 3 ou mode 4, etc. Enfin, c'est ce que dit la littérature de recherche internationale. Le premier attribut de ce mode 2 de production de connaissances, c'est le fait que la recherche est de plus en plus dépendante, comme on dit, du contexte de son applicabilité. C'est-à-dire que même si les problèmes sont formulés à l'intérieur des sciences, un dialogue doit s'instaurer entre un grand nombre d'acteurs différents et selon différentes perspectives. Donc ce contexte d'applicabilité est fixé par un processus de communication entre différents porteurs d'intérêt et évidemment cette applicabilité ou l'application des connaissances échappe aux enseignants-chercheurs. Le deuxième attribut du mode 2 est lié au fait que de multiples acteurs, ces porteurs d'intérêt, possèdent des compétences et une expertise hétérogène pour résoudre des problèmes. Donc les programmes de recherche doivent favoriser l'émergence de structures organisationnelles plus lâches et des modes de coordination horizontale et à distance, des structures hiérarchiques et disciplinaires qui caractérisaient jusqu'à présent la division du travail académique. Et puis ensuite, il y a un troisième attribut pour la production de connaissances selon le mode 2, c'est l'évaluation de la qualité. Cette qualité n'est pas déterminée uniquement par la communauté des enseignants-chercheurs, mais elle doit répondre à des critères de validité et de pertinence extérieure et rendre compte à une communauté de décideurs politiques, de professionnels, de parties prenantes, avec une définition de la qualité qui tend aussi à échapper aux enseignants-chercheurs et à des communautés scientifiques restreintes. Alors, quelles conséquences cela a sur les enseignants-chercheurs ? D'abord, un affaiblissement de la logique disciplinaire sur laquelle se structuraient jusqu'à présent les communautés scientifiques dans leurs travaux, leurs publications ou dans l'organisation d'événements scientifiques, mais aussi dans la réponse aux appels d'offres, dans la structuration des unités de recherche, dans les sources de financement. Une recherche qui, si elle veut être financée, doit davantage se soucier de l'impact des travaux sur l'économie et la société, mais aussi sur l'usage de ces travaux par des décideurs ou des professionnels, et puis une perte d'autonomie pour le chercheur ou le groupe de chercheurs dans la définition de l'objet de recherche selon ses propres orientations ou motivations, puisqu'il doit satisfaire aussi aux demandes des parties prenantes ou des commanditaires. Alors, ça passe aussi par une nouvelle forme de gouvernance des activités de production des savoirs scientifiques et du travail des enseignants-chercheurs. D'abord, j'utilise le terme, qui est un terme québécois, parce que les Québécois, ils traduisent les termes anglais dans leur
ils ont l'impression que c'est du français, mais finalement les Français ne comprennent pas le québécois. Donc le terme accountability qui est traduit en redevabilité finalement chez les Québécois. Redevabilité vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire redevabilité des enseignants-chercheurs et de leurs travaux vis-à-vis d'agences, d'entreprises et d'évaluateurs externes. Des mécanismes d'incitation des enseignants-chercheurs à chercher de nouveaux modes de coordination entre chercheurs et équipes de recherche. L'émergence de tout un travail de médiation entre les recherches produites et leurs usages par différents acteurs et opérateurs à travers des tâches de coordination transversale, d'accompagnement des projets, de liaison avec des acteurs externes. Et là, on voit émerger de nouveaux métiers entre l'enseignement et la recherche. Et puis, les enseignants-chercheurs doivent se rendre utiles en valorisant leurs travaux au-delà de l'espace scientifique, notamment auprès des porteurs d'intérêt. Donc, ils sont engagés dans des activités de diffusion, de vulgarisation de leurs travaux, en même temps qu'ils doivent de plus en plus accompagner les étudiants dans des logiques d'insertion professionnelle. Et ça se passe dans pas mal d'universités à travers le monde. C'est ce que la recherche internationale appelle la troisième mission au-delà, des enseignants-chercheurs, au-delà de l'enseignement et de la recherche. Donc, vous voyez que progressivement, j'en viens à parler des enseignants-chercheurs qui sont eux-mêmes au cœur de ces nouvelles configurations. Moi-même, dans mon livre, j'en suis venu à caractériser ce que j'appelle les nouvelles épreuves du travail académique. Vous le savez, le sociologue Pierre Bourdieu a fait un important travail pour caractériser ce qu'il appelait Homo academicus, c'est-à-dire la condition des universitaires à la fin des années 70 et au début des années 80, puisque son livre est paru en 1984, et il décrivait notamment dans son livre le rôle du mandarin qui perpétue la tradition, mais entretient aussi une certaine vision de l'excellence qui profite surtout, comme le critiquait Bourdieu à l'époque, aux étudiants héritiers. Alors dans le contexte de globalisation et d'européanisation que je viens de décrire, il me semblait que cette analyse était outdated, était un peu finalement devait être revue pour repenser d'une certaine manière à nouveau frais la condition du travail universitaire à l'heure de la qualité, des rankings, de la mobilité internationale et des nouveaux modes de production des savoirs scientifiques. Donc j'ai essayé de penser ce que j'ai appelé les conventions du travail universitaire, c'est-à-dire les nouvelles règles qui structuraient le travail académique, ou du moins formulaient de nouvelles attentes vis-à-vis des enseignants-chercheurs avec les transformations de l'université. Donc j'ai essayé de montrer que l'orientation plus utilitaire des travaux de recherche conduit à brouiller les frontières entre science et expertise et installe durablement l'enseignant-chercheur comme expert dans la production des savoirs à destination d'une communauté plus large que ses propres réseaux scientifiques. Et je montre aussi que les incitations à la mobilité, au projet et à la recherche de financement ou à un fonctionnement en réseau induisent une posture d'entrepreneurs parmi les enseignants-chercheurs qui jouent le jeu de la globalisation. Entendons-nous, entrepreneurs pour moi, ce n'est pas forcément ceux qui cherchent à faire du business et à faire du profit avec les savoirs qu'ils produisent, mais tout simplement qui sont engagés dans un travail en réseau et porteurs de projets à l'échelle européenne et internationale. Donc à partir de là, j'en étais conduit à spécifier des nouvelles épreuves du travail académique. D'abord, une épreuve ce que j'appelle une épreuve de reconnaissance, c'est-à-dire que les épreuves de collégialité et de solidarité auxquelles était associée la gestion entre pairs se voient concurrencées par de nouvelles épreuves de l'engagement individuel centré sur la construction d'un projet innovant et le développement d'un esprit entrepreneurial, des épreuves de responsabilisation, c'est-à-dire que les épreuves instituées existantes dans l'université en matière de redevabilité vis-à-vis des pairs et de la communauté scientifique se voient progressivement concurrencées par une logique de reddition des comptes envers des tiers, par des procédures d'évaluation de l'efficacité et de la qualité des actions conduites, des épreuves d'autonomie
c'est-à-dire des épreuves qui, dans un monde académique, je dirais traditionnel, s'appuyaient sur un certain pouvoir discrétionnaire et sur une culture de l'entre-soi au sein d'une communauté relativement stable dans ses relations. Eh bien, ces épreuves sont reformulées selon une conception de l'autonomie appelant à gérer les risques et l'incertitude dans un environnement ouvert, flexible et adaptable, et des épreuves de représentation des intérêts, c'est-à-dire des épreuves qui reposaient sur un travail de délégation entre pairs, encadré par des normes réglementaires et statutaires, sont réaménagées pour faire participer d'autres acteurs publics ou privés en les associant à la gestion et à la prise de décision. Alors, il est temps, à partir de cette mise en perspective internationale, je n'avais pas pensé à faire défiler ma diapo, je crois, j'en suis désolé, mais vous l'aurez, de toute façon, vous pourrez faire un travail de révision plus tard. Donc, il est temps, à partir de cette perspective internationale, de revenir un petit peu au contexte français. Et je vous disais en introduction que nous avions une tradition étatique forte, fruit d'un héritage institutionnel et politique, l'université impériale créée par Napoléon. Donc il faut percevoir les effets de la globalisation et de l'européanisation comme des transferts ou des traductions partielles, des hybridations avec l'existant, des reprises, mais aussi parfois des rejets. Et je voudrais prendre comme exemple l'entretien que j'ai fait avec Alain Beretz dans la Revue française d'administration publique, parce que, comme vous le savez, il a été président, et à mon avis un très bon président de l'Université de Strasbourg, mais aussi directeur de l'innovation et de la recherche-développement au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc on peut dire qu'il connaît son affaire. Mais quand je l'ai interrogé, j'étais assez surpris parce qu'il se montrait très favorable à la démarche qualité, mais plutôt hostile aux logiques de classement et de palmarès des universités. Et c'est d'une certaine manière une posture qu'on peut retrouver finalement chez les présidents d'université qui ont une vision très service public des transformations de l'université. Il y a un ethos d'une certaine manière du service public qui est largement partagé par ces présidents d'université et aussi par les hauts fonctionnaires en charge des réformes de l'enseignement supérieur. Et je dirais qu'ils sont plutôt hostiles à la logique marchande et au néolibéralisme qui sévit partout dans l'espace international de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, j'étais assez surpris parce que si on regarde les faits, je vois que la fusion des universités, d'abord dans les presses, puis ensuite dans les communes, ne répondent pas seulement à un souci, je dirais, j'y reviendrai, de nouvelle gestion publique ou de démarche qualité, ou un souci de faire des économies d'échelle et d'améliorer la gestion administrative des universités, c'est aussi, comme ça a été prouvé par l'expérience, monter dans les classements, et tout le monde a célébré récemment le positionnement de l'université Paris-Saclay. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que les universités françaises jouent le jeu des rankings internationaux. Mais au-delà des communes, des fusions, des regroupements, des associations, on voit maintenant des universités françaises s'engager dans des partenariats avec des universités européennes pour récupérer une labellisation Europe et potentiellement les financements qui iront avec. L'ouverture aux porteurs d'intérêt se fait à travers la création de fondations d'universités ou des plateformes collaboratives qui sont inspirées du modèle de la triple hélice, État, université, industrie. Les programmes d'investissement d'avenir, à travers les LABEX et les IDEX, mettent en compétition les facultés, les unités de recherche pour obtenir des ressources et des financements qui leur permettent de jouer l'excellence, l'attractivité et la réputation dans leur formation ou leur programme de recherche. Le CNRS invite fortement par des appels d'offres, les unités de recherche à développer des programmes interdisciplinaires, autrement dit le mode 2 de production de connaissances. Donc on peut dire que la compétition et la mise en concurrence des universités françaises se renforcent avec certains regroupements, comme Paris Sciences et Lettres par exemple, qui essaient de se tirer vers le haut, à l'international et en se spécialisant dans des activités de recherche. Donc on voit véritablement des universités de recherche se monter ou des groupements d'universités de recherche se monter avec une forte ambition internationale.
Alors j'ai aussi mentionné la logique qualité portée par le HCERES, mais on voit que cette logique est médiée en France par la reconnaissance d'une régulation entre pairs, puisque ce sont des universitaires qui composent souvent les comités de visite et d'évaluation, alors que certains d'entre eux n'ont même pas conscience qu'ils participent à une démarche qualité. Donc, tout cela pour dire que dans le fonctionnement des instances universitaires, les enseignants-chercheurs sont bien représentés, notamment via leurs organisations syndicales, et disposent encore d'un pouvoir de régulation et d'influence, même si la loi LRU a donné plus de pouvoir au président et au secrétaire général dans la gestion de la masse salariale et des recrutements. Notons que, quand même, ce pouvoir de régulation de la profession sur elle-même diminue, si l'on en juge par la suppression récente de la qualification des professeurs d'université par le CNU et la possibilité offerte de recruter des enseignants-chercheurs étrangers. En termes de classement, les enseignants-chercheurs français ne sont pas encore dans le publish or perish qu'on observe à l'échelle internationale. Si vous prenez un enseignant-chercheur en Finlande, il ne commence pas sa carrière comme titulaire, mais il est attaché par un contrat à un projet de recherche ou un programme de recherche, et il doit trouver par lui-même des ressources pour un nouveau projet s'il veut rester dans la structure. Le budget de son unité étant déterminé par les financements qu'il apporte, mais aussi par ses publications et celles de ses collègues dans des revues dites de haut rang. Donc, c'est évidemment la course à la publication, et ça commence avec les doctorants. Moi-même, ayant été professeur visitant dans plusieurs universités, dans l'université finlandaise, à Turku, j'étais amené à conseiller les doctorants sur l'écriture de leurs articles parce qu'ils s'étaient fait retoquer quand ils avaient soumis leur revue, leur article dans une revue, et donc je les aidais à resoumettre leur revue en leur proposant des amendements dans la rédaction de leur article. Alors, en France, évidemment, ces incitations sont plus faibles, même si, je dirais qu'avec la réforme du statut de la fonction publique, on peut s'attendre à de nouvelles formes de contractualisation pour les jeunes enseignants-chercheurs qui entrent dans le métier. Mais évidemment, les doyens ne sont pas nommés, contrairement à d'autres universités, mais élus dans les facultés, ou élus, les enseignants-chercheurs sont élus dans les conseils de laboratoire ou dans d'autres instances, si bien que les enseignants-chercheurs français disposent encore, comme je l'ai dit, d'un pouvoir discrétionnaire important. En Chine, parce que je connais un petit peu la Chine et aussi quelques universités chinoises, si vous ne publiez pas dans les revues de haut rang, vous pouvez tout simplement perdre votre emploi. Ce qui conduit d'ailleurs dramatiquement, je l'ai observé, notamment à la Beijing Normal University où j'interviens beaucoup, les enseignants-chercheurs au suicide, parce que non seulement ils sont désavoués par leur hiérarchie, mais aussi par leur communauté, ils perdent la face, perdent le sens de l'honneur, et ça conduit à des situations dramatiques qui sont évidemment aussi souvent passées sous silence. Il y a une forme d'omerta, une forme de gêne de la communauté scientifique à reconnaître cet échec relatif des enseignants chinois. Alors j'ai dit aussi que cette transformation des universités françaises était liée à une transformation de l'État et de l'administration publique. C'est ce qu'on appelle en France la nouvelle gestion publique, pour ne pas parler de nouveau management public, ou New Public Management, parce qu'en France, comme je l'ai dit, les dirigeants des systèmes d'enseignement supérieur n'aiment pas trop le terme management, et du fait aussi que l'université a fonctionné longtemps comme une bureaucratie professionnelle. Donc c'est quoi une bureaucratie professionnelle ? C'est un système où l'État fixe des règles et les enseignants-chercheurs disposent d'une forme d'autonomie pour les mettre en œuvre. Donc le souci de l'État pendant longtemps était d'avoir des experts compétents, en l'occurrence les enseignants-chercheurs, mais la profession se chargeait de les former, de les sélectionner et de les recruter. Ce qu'induit le nouveau management public, c'est l'imposition de règles extérieures à la profession et sur lequel cette profession finalement a beaucoup moins d'influence. Ce sont en plus des règles qui sont centrées sur une recherche d'économie, d'efficience, d'efficacité, grâce à des mécanismes d'évaluation. Alors j'ai parlé de la qualité tout à l'heure, mais il y a une autre forme d'évaluation qui s'impose à toutes les administrations publiques, c'est la LOLF, laquelle recompose la gestion des recettes et dépenses de l'État en les décomposant en des programmes avec des objectifs précis.
Il y a un programme LOLF pour l'enseignement supérieur avec ses indicateurs. Vous devez le connaître d'ailleurs sans doute mieux que moi. Cela oriente évidemment les choix et les décisions des universités dans leur stratégie. On est sur une culture du résultat, même si ça n'empêche pas des résistances, des lenteurs, des incompréhensions dans la mise en œuvre. Et on a aussi la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, qui est venue accentuer ce phénomène. On a notamment des indicateurs sur l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi des étudiants qui pèseront de plus en plus dans les décisions des présidences d'université et évidemment aussi des composantes. On a un autre phénomène aussi qui relève aussi du nouveau management public, c'est ce qu'on appelle l'agencification, c'est-à-dire la création de l'ANR, de l'ARS remplacée par le HCRS, mais ça reste quand même une agence. Les agences sont des instruments qui facilitent le contrôle des processus décisionnels. Ces agences disposent de leur propre instance de gouvernance. Ça limite d'une certaine manière les interventions publiques. Enfin, c'est censé limiter les interventions publiques et les interventions des administrations de tutelle. Donc, dans une conception de l'agencification française qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on observe, par exemple, dans le monde anglophone, au sens où l'État exerce quand même un contrôle. Mais les agences sont dotées de leur propre budget et elles échappent d'une certaine manière au débat politique classique, par exemple, qu'on peut rencontrer au moment du vote d'une loi de finances. Elles ont un pouvoir aussi d'incitation en mettant en compétition les universités dans l'accès au financement, comme c'est le cas pour l'ANR, qui définit en même temps des critères d'excellence, les programmes ANR étant d'une certaine manière aussi de plus en plus la déclinaison des programmes européens. Pour l'instant, ces outils de gestion publique sont très peu présents dans les facultés ou les unités de recherche. Bon, il y a bien des indicateurs ou des objectifs qui sont fixés par les autorités de tutelle, mais il n'y a pas de contraintes fortes pour les atteindre. Malgré ça, on observe d'autres mécanismes qui relèvent là aussi du nouveau management public. Les programmes IDEX et l'ABEX, qui s'inscrivent eux-mêmes dans le PIA ou le programme d'investissement d'avenir. Outre que ces programmes définissent ce que les sociologues et les politistes appellent un État stratège, qui rompt avec une certaine conception de l'État planificateur, même si on parle de commissariat au plan, et on a réhabilité le commissariat au plan ces dernières années, mais le commissariat au plan n'a rien à voir avec le commissariat au plan des années 50-60, puisque ce que met en œuvre le PIA, c'est des partenariats publics-privés, des projets qu'on peut appeler bottom-up, c'est-à-dire avec une forte initiative locale qui mettent en compétition les entités au sein d'une même université, mais aussi entre les universités elles-mêmes, dans une course à l'excellence. Donc ce sont bien des mécanismes incitatifs qui se réclament d'une théorie économique qui a largement légitimé l'introduction du New Public Management, la théorie économique principal agent, c'est-à-dire que le principal, c'est-à-dire l'université, cherche à contrôler le comportement de l'agent, en l'occurrence les enseignants-chercheurs, par des incitations à agir qui sont liées à des contraintes de financement public. Et il faut coupler cela avec une évolution dans la gestion des moyens qui se fait de moins en moins par tête, mais selon la performance, si on en juge par le développement du système sympa, qui n'est pas si sympathique que ça finalement, dans les universités. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait moins que mon temps, ce qui va laisser peut-être aussi le temps pour la discussion. J'ai conscience que peut-être que certains de ces propos vont horrifier certains d'entre vous et peut-être accentuer leur niveau de stress. Évidemment, il n'y a absolument rien d'inéluctable d'une certaine manière dans ce que j'ai dit, mais d'une certaine manière, quand on observe et on fait une comparaison de l'évolution des systèmes d'enseignement supérieur et des politiques d'enseignement supérieur à l'échelle internationale, on voit quand même un mouvement global se dessiner, un grand bain d'une certaine manière dans lequel sont plongées les universités françaises. Donc il ne s'agit pas d'avoir une vision complètement déterministe, parce qu'il y a toujours finalement des marges d'autonomie et une trajectoire, comme le montre très bien Christine Muslin, une trajectoire spécifique de l'université française qui n'est
qui ressemblera jamais à l'université américaine ou à une université chinoise, mais je dirais à travers peut-être ce que j'ai essayé de montrer, c'est ce qu'on peut qualifier d'instruments d'action publique dans l'enseignement supérieur, hein, la qualité, les rankings, les outils de la nouvelle gestion publique. On voit qu'il y a une certaine forme de convergence des systèmes d'enseignement supérieur et des universités à l'échelle européenne et à l'échelle internationale, et que d'une certaine manière, il y a une adaptation progressive qui se fait de l'université française à ces contraintes et en même temps à ses ressources internationales, avec évidemment des positionnements, mais ça je pense que vous en discuterez cet après-midi, je crois que c'est prévu dans la deuxième partie de votre journée, des ajustements locaux ou régionaux qui sont dépendants aussi d'effets de contexte, du rapport et notamment du rapport de pouvoir aussi entre les acteurs, de la capacité des présidents d'université à être leaders d'une certaine manière dans la transformation de leur université, des résistances corporatistes ou syndicales qui empêchent d'une certaine manière aussi ces regroupements, et puis aussi une hostilité franche, d'une certaine manière, il faut le dire, une bonne partie du monde académique et de l'organisation syndicale à ce management néolibéral qui s'installe progressivement dans les universités. Voilà, je pense que j'ai tenu mon temps et je suis maintenant ouvert à vos remarques, vos questions. Voilà. Je pense que je dois me déplacer, je ne sais pas. On m'a dit de prendre un siège, c'est ça? Oui, je pense que vous pouvez aller vous installer. Comme ça, il y aura un aspect un peu plus causerie. Allez, voilà. Même si voilà. causerie pédagogique. Dans un amphi aussi important. Bon, déjà, merci de nous avoir d'entrée de jeu traité de machines désirantes. Je crois que ça a évidemment eu son petit effet dans l'auditoire. Effectivement, on aimerait maintenant que vous réagissiez, que vous posiez des questions à Romuald Normand pour réagir à son propos. Je pense qu'il était stimulant et qu'il nous a bien mis dans le bain de la journée. Donc, la parole va circuler. Oui, bonjour, Anne-Catherine Frutzinger, Sorbonne Université. Je suis là tout au fond contre le mur. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez, qui adressait un panorama très complet, vous avez très largement évoqué le poids des classements sur la gestion des universités, l'importance pour la carrière des enseignants-chercheurs de publier dans des revues de haut rang, etc. Mais sauf erreur de ma part, vous avez complètement passé sous silence un autre mouvement qui prend de l'importance, me semble-t-il, même s'il est encore peu opérant dans les universités. C'est la question de l'évolution des critères d'évaluation dans les universités, les mesures et les engagements que sont en train de prendre un certain nombre d'universités françaises dans ce sens, mais aussi à l'international. Je pense notamment à une position très largement portée par la conférence des présidents d'universités néerlandais, par exemple, pour faire en sorte que justement le facteur d'impact ne soit plus un facteur déterminant dans l'évaluation à la fois de la recherche et des carrières des enseignants-chercheurs. Et on pourrait citer de très nombreux autres exemples. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, alors c'est vrai que c'est un débat assez franco-français en fait, parce que quand on regarde à l'échelle internationale, même si évidemment cette idée de sortir des logiques d'évaluation des revues de haut rang, des classements internationaux, c'est quelque chose qui est porté, parce qu'il est assez étranger finalement à la culture académique française et qui est largement porté par les Français qui essayent d'une certaine manière de faire entendre leur voix dans un espace européen, voire international, où il n'y a pas véritablement d'accord et véritablement de vision commune sur ces questions. Alors c'est vrai qu'on peut dire que ces critères de publication dans les revues de haut rang ont des effets un peu délétères parce qu'elles conduisent finalement
à une compétition assez inutile pour publier dans des revues des articles qui ne sont pas toujours des articles finalement très créatifs ou très innovants et qui installent la communauté scientifique dans une forme de routine professionnelle en donnant des pouvoirs importants aux boards éditoriaux, c'est-à-dire les comités de rédaction qui sont dans une culture de l'entre-soi et qui finalement ont un effet de sélection, d'hiérarchisation des publications qui est assez préjudiciable d'une certaine manière à la communauté scientifique elle-même, au savoir qu'elle produit et à l'utilité d'une certaine manière des savoirs scientifiques qui sont produits pour une communauté plus large. Mais on observe en même temps que derrière ça, il y a des enjeux commerciaux, marchands très très importants. On a de plus en plus des revues qui se créent. Alors, il y a des chercheurs qui créent des revues dans une culture de l'open source avec des comités éditoriaux et sans moyens, mais on a aussi derrière des enjeux commerciaux importants sur la création de revues qui sont financées par des porteurs d'intérêt et qui cherchent d'une certaine manière aussi à pénétrer le monde scientifique international et s'inscrire dans cette hiérarchie d'excellence avec l'idée aussi de faire payer d'une certaine manière les articles qui sont publiés. Moi-même, par exemple, je vous raconte juste une petite anecdote, mais j'ai été sollicité par des enseignants-chercheurs allemands et suisses-allemands pour publier dans une revue qui s'appelle Social Inclusion. Et j'ai dit évidemment, oui, j'accepte de publier dans cette revue, puisqu'il s'agissait de participer à un numéro thématique qui était finalement dirigé par les deux enseignants-chercheurs. Et j'ai appris entre-temps, une fois que j'avais accepté et que j'avais eu le contact avec l'éditeur, que je devais payer 900 € pour être publié. Alors, j'ai fait de la résistance en disant que moi, il n'était pas question que mon laboratoire paye 900 € pour être publié, tout simplement parce que ce ne serait pas accepté par mon laboratoire, puisque mon laboratoire, ils sont justement dans une culture de l'open source, ils refusent ce type de marchandisation, d'une certaine manière, de la production des savoirs scientifiques. Les Allemands et les Suisses ont trouvé un arrangement, ils ont payé pour moi. Et une fois que j'avais écrit l'article, l'éditeur est revenu vers moi en me demandant 200 € parce que mon anglais, bon, je pense que j'écris directement en anglais, généralement j'ai un peu de révisions qui me sont demandées par les éditeurs, mais mon article, comme les autres d'ailleurs, avait été expertisé par un traducteur professionnel. Et il fallait évidemment payer ce traducteur professionnel. Et donc, du coup, les 200 €, je me suis dit, ça passera pas, ça passe ou ça casse. Et je me suis retourné vers mon laboratoire en demandant, alors c'est plus la Maison des sciences de l'homme que le laboratoire, parce qu'il y a des financements différents, mais il y a des gens de la Maison des sciences de l'homme de payer les 200 €. Et ils ont fait le bon de commande, ils payent. Donc, du coup, on voit bien comment il est assez difficile de résister, dès qu'on est sur l'internationalisation, à ces enjeux-là, parce que derrière, il y a des modes de fonctionnement qui se transforment et qui sont une forme, il faut le dire, de régulation par le marché et par l'assurance qualité. Bonjour, vous m'entendez? Pascal Bouraousni du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci beaucoup pour votre présentation. Un autre phénomène caractérise les universités ces 2 dernières années, c'est l'augmentation très significative du nombre d'étudiants. En quoi est-ce compatible avec le statut d'enseignant-chercheur? Ne sont-ils pas de plus en plus happés par les activités d'enseignement? Alors, l'augmentation du nombre d'étudiants, c'est une contrainte, c'est un peu dit dans le numéro de la Revue française d'administration publique par Calviac, je crois que c'est son nom, qui est expert sur ces questions de la dépense publique dans l'enseignement supérieur, et qui explique très bien que, d'une certaine manière, le financement des universités avec l'augmentation des étudiants devient finalement impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter d'une certaine manière davantage la dépense publique. Le ministère ne le peut pas. Alors ce qu'il propose, lui, d'une certaine manière, c'est que les universités diversifient leur offre de services pour pouvoir avoir des ressources supplémentaires qui permettent une meilleure prise en charge finalement des étudiants et d'améliorer le ratio étudiants, enseignants, chercheurs. Et ce qu'il propose notamment, c'est notamment que les universités se saisissent de quelque chose qu'ils ont assez peu
dont ils se sont peu saisis jusqu'à présent, qui est notamment la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on a un enjeu de professionnalisation des professionnels des adultes dans un secteur qui est largement soumis finalement à des acteurs privés, sous notamment l'égide des collectivités territoriales. Et cet enjeu de formation tout au long de la vie, à l'heure où on parle de beaucoup de validation des acquis de l'expérience et que les universités découvrent d'une certaine manière cette validation des acquis d'expérience, tout en résistant d'une certaine manière à cette logique de diplomation, en considérant que ce n'est pas une logique de diplomation académique où ce n'est pas le même niveau, donc là il y a des choses à opérer, eh bien il y aurait une possibilité d'avoir des ressources supplémentaires qui du coup permettraient d'améliorer la relation entre enseignants-chercheurs et étudiants et la qualité de service qui est fournie aux étudiants. Ce qui est réfléchi en ce moment aussi par le ministère, c'est, et c'est peut-être en lien avec des annonces de suppression de l'inspection générale, hein, c'est tous ces agrégés qui sont en classe préparatoire ou dans les lycées et qui n'ont rien à y faire, étant donné qu'ils ont une compétence de haut niveau, puisque généralement, de plus en plus, ils ont des thèses de doctorat, ils n'ont pas accédé à l'université tout simplement parce qu'il n'y avait pas de place, eh bien, de les amener sur des premiers cycles qui permettrait finalement aussi d'améliorer l'encadrement des étudiants sur les premiers cycles, parce que c'est évidemment sur les premiers cycles que l'encadrement est nécessaire. Donc, voilà un petit peu les questions qui se posent et les tendances qu'on peut observer du point de vue de ce que je réfléchis d'une certaine manière le ministère de l'enseignement supérieur. Oui, bonjour, excusez-moi. Sébastien Perrin, bibliothèque de l'École des Mines. J'aurais quelques questions, remarques. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre exposé qui est très clair et qui en effet montre bien l'effet que, à mon sens, que la globalisation a pu avoir comme mise sous tension du système de l'enseignement supérieur en France. Dans votre présentation, il y a peut-être un aspect de politique publique qui n'a pas été abordé, c'est le processus de Bologne. Parce que le processus de Bologne, qui est un processus d'harmonisation justement des formations et des reconnaissances d'acquis sur l'espace communautaire, mais également qui est décliné à l'international et qui permet justement les échanges internationaux, a été comme ça un catalyseur de la transformation aussi des formations en France. La médecine continue à faire un peu de résistance encore pour l'instant. Mais simplement, ce qu'on voit également avec ce processus de Bologne, c'est qu'il a été un fort accélérateur pour justement permettre la mise en concurrence des établissements d'enseignement supérieur français avec par exemple les frais différenciés, l'accueil des étudiants étrangers. Alors ce serait peut-être ma première question, est-ce que vous ne pensez pas que justement par la mise en place de formations aussi, de formations spécifiques, tout à l'heure vous parliez des programmes graduates américains qu'on commence à voir arriver en France dans certains établissements d'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des établissements d'enseignement supérieur qui mettent en place ce type de programme graduate qui correspond à une offre, une demande internationale, avec une mise en place derrière de services supports comme les bibliothèques qui pourront répondre alors que d'autres établissements ne seront pas en mesure de pouvoir le faire? Et ça m'amène un peu alors, à ma deuxième question et demie, c'est est-ce que parfois aussi derrière les programmes de PIA, IDEX, l'ABEX, etc., on entend de plus en plus dire que cela cacherait une réforme du système universitaire un peu à l'américaine, avec la différence entre college et university, qui sont d'ailleurs souvent des réseaux, un peu comme dans nos grands établissements expérimentaux. Donc je vous laisse, voilà, c'était les quelques points de remarques et de questions que je me posais. Est-ce que derrière tout ce programme effectivement de transformation qu'il y a eu, est-ce qu'il n'y a pas pour vous, à moyen terme, une distinction de plus en plus forte qui sont faite entre les universités françaises? Oui, alors d'abord, moi je ne crains rien, hein, donc d'une certaine manière, j'analyse, si vous voulez, et j'essaie de comprendre les transformations à terme des systèmes d'enseignement supérieur et des politiques d'enseignement supérieur, et je me dis, peut-être que rien n'est inéluctable, mais qu'il y a quand même des trends, il y a des tendances fortes.
Sur le processus de Bologne, parce que c'est vrai qu'après la conférence de Bologne, il y a eu tout un processus. Derrière, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ça a été dans l'alignement des contenus, après l'alignement des contenus disciplinaires, c'est des alignements en termes d'enjeux de certification, puisqu'il faut bien comprendre que du point de vue de la politique d'enseignement supérieur qui s'inscrit dans une stratégie plus globale de lifelong learning, d'apprentissage tout au long de la vie, qu'en France on traduit malencontreusement par formation tout au long de la vie, l'enjeu c'est d'aller vers une logique de certification des compétences individuelles qui va au-delà de la logique diplômante auquel ont été habitués nos systèmes d'enseignement supérieur ou système scolaire. Et donc derrière cet enjeu de certification des compétences, il y a l'idée d'être dans des logiques pas seulement étatiques, mais avec ouverture à des partenaires privés, évidemment le monde de l'entreprise, d'aller sur des logiques de validation des acquis d'expérience dont je parlais, de formation, de renforcement de la formation des adultes, pour être finalement, pour sortir finalement de la diplomation à la sortie de la formation initiale, avec finalement une impossibilité pour les adultes ensuite de faire valoir finalement les acquis de leur expérience professionnelle et de pouvoir retourner en formation pour pouvoir monter notamment dans la hiérarchie de l'administration ou la hiérarchie de l'entreprise. Le problème en France aujourd'hui, quand on analyse cette validation des acquis d'expérience, elle profite essentiellement aux cadres et pas aux échelons plus inférieurs, ce n'est pas un jugement de valeur, mais dans la hiérarchie sociale. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que des ouvriers, des agents de maîtrise puissent accéder davantage à cette validation des acquis de l'expérience et cette certification qui leur permettent de connaître une mobilité professionnelle qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. D'une certaine manière, si on regarde les pays d'Europe du Nord, sont beaucoup plus avancés dans cette logique-là. Il n'est pas rare, par exemple, au Danemark, de voir finalement quelqu'un qui commence comme ouvrier, passer agent de maîtrise, puis cadre dans l'entreprise, à travers justement un retour à l'université. On lui propose des formations qualifiantes et certifiantes qui lui permettent de passer du statut d'ouvrier à d'ingénieur. Donc ça, c'est le premier enjeu, si vous voulez, à mon avis, derrière Bologne et derrière cet alignement, c'est d'aller vers une certification et puis une mobilité aussi à l'échelle européenne, parce que l'objectif, c'était aussi d'alimenter un marché du travail européen et de favoriser la mobilité des salariés finalement dans cet espace européen. Enfin, c'est des projets qu'on trouve écrits concrètement en fait dans les rapports et les directives de la Commission européenne. Alors après, vous me parlez d'autre chose qui est la différenciation à l'intérieur de l'espace français entre les universités. D'abord, cette différenciation, elle existe, parce que l'université de la Sorbonne, c'est pas l'université de Limoges, et donc de cette manière, le recrutement même des étudiants et des enseignants-chercheurs, c'est pas les mêmes, sinon aucun enseignant-chercheur n'essaierait de gagner les galons en allant finalement enseigner à la Sorbonne et dans une université parisienne, ou des étudiants de licence n'iraient pas faire leur master dans les universités parisiennes. Donc déjà, cette différenciation, elle existe, mais c'est un autre mode de différenciation qui se met en place, avec une logique de compétition évidemment renforcée entre les universités, selon des logiques d'excellence, d'internationalisation. Et effectivement, on peut penser que certains, tout dépendra un petit peu aussi des dynamiques territoriales qui vont se mettre en œuvre, mais on peut dire que notamment quand on a dans son groupement des grandes écoles qui jouent déjà le jeu de l'internationalisation depuis des années et qui ont un avantage acquis en termes de réputation et d'excellence, ils vont être finalement moteurs dans ces espaces ou dans ces regroupements, et ça va faciliter d'une certaine manière la reconnaissance, l'internationalisation et la récupération des moyens à la fois en financier et humain d'une certaine manière qui vont avec. Donc on va aller effectivement vers une spécialisation, j'imagine, ou une forme de division du travail, pas seulement académique, au sein des universités, avec sans doute des pôles régionaux qui seront plus dans une logique de renforcement de la cohérence territoriale sur les politiques d'emploi, de formation, d'insertion, etc. La question qui se pose, c'est quel va être le rôle des collectivités territoriales à moyen terme là-dedans, parce qu'ils jouent un rôle un peu dans l'équipement, mais en termes de régulation, pour l'instant, ils ne sont pas très présents. Mais on peut penser que ce paysage-là va bouger. Alors évidemment, certains disent c'est renforcer les inégalités, c'est créer des universités à deux vitesses. Oui, tout ça est vrai, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'on observe, et c'est une tendance lourde.
Alors, je sais qu'il y a encore des questions et ça va être très frustrant, mais c'est vraiment l'heure de la pause. Enfin, on a dépassé déjà l'heure de la pause. On avait commencé un peu en retard, donc on a poursuivi un peu. Donc, désolé. Enfin, c'est possible de continuer les échanges entre nous pendant la pause, mais voilà, je vous invite à arrêter sur cette session-là. Merci beaucoup, Romuald Normand. Merci à vous. Merci.